Bonjour à tous, bienvenue à notre émission que Bezrat Hashem nous allons commencer sur la section de la Aliyah. Nous avons Baruch Hashem parmi nous le Rav Yaakov Sitruk, le fils du grand rabbin Rav Yosef Chaim Sitruk, nous le souhaitons bien sûr une refoua shleima, un rétablissement complet. Et nous avons justement, il va nous parler aujourd'hui sur la Aliyah, entre autres la confrontation de l'écolage, pour un peu orienter les gens, entre autres pour ceux qui viennent en famille ou bien pour la jeunesse elle-même, qui viennent faire leur Aliyah en Eretz Israël. Et il va nous parler justement sur cette confrontation-là que nous avons en Eretz Israël, comment s'orienter et comment se mettre dans le système israélien. Alors bonjour. Alors bonjour. Alors en effet, il est très intéressant de parler de ce sujet, dans la mesure où quand une famille, puisqu'on parle d'enfants, arrive en Israël, elle est en général confrontée à trois problèmes. Dans le désordre, on ne va pas parler du plus grave au moins grave, mais les trois problèmes sont les suivants: la langue, le travail, donc la parnassa, et l'école des enfants. Pourquoi est-ce que l'école pose un problème? Pour deux raisons majeures. La première, c'est que tous les repères que nous avons acquis en France au niveau du système scolaire ne sont plus du tout les mêmes quand on arrive en Israël. La structure est fondamentalement différente. Deuxième problème, c'est que quand on arrive en Israël, le système on va dire la façon de rentrer dans les écoles est différente. Pour se faire accepter dans une école, on est confronté des fois à ce qu'on peut appeler même des épreuves qu'on ne connaît pas en France. En France, c'est beaucoup plus facile de se faire accepter dans une école juive parce qu'on est de tel quartier ou de telle obédience ou de telle, on va dire, pratique religieuse. Lorsqu'on arrive en Israël, les choses changent. Alors, je vais essayer de faire un petit schéma très rapide pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Malheureusement, à notre grand regret, la société israélienne est divisée par certains clivages. C'est un débat qui mérite d'être abordé, ce n'est pas celui de maintenant. On va donc prendre cela comme un fait accompli et on va essayer de gérer ce problème-là. En effet, en Israël, on a tel ou tel kippa, on a étudié dans tel ou tel yeshiva, on est ashkénaze ou on est séfarade, et d'autres différences qui n'en sont pas, mais qui malheureusement, avec lesquelles malheureusement on va devoir auxquels on va devoir faire face. Il est donc pour moi primordial que lorsqu'une famille décide d'inscrire ses enfants dans une école, elle recherche tout d'abord une école qui lui convient. Pour vous donner un petit exemple, il est arrivé que des familles soient très ambitieuses au niveau Torah pour notre plus grand plaisir et pour leur plus grand bonheur à eux, et donc décident d'inscrire leurs enfants dans une école dans laquelle les exigences sont très élevées. Ils rentrent dans l'école, peu importe de quelle façon, et puis un jour l'enfant ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il voit un mode de vie à la maison, on lui enseigne un autre mode de vie à l'école, et l'enfant est perdu. Il est perdu, ça crée toutes sortes de questionnements chez l'enfant, auxquels malheureusement on n'apporte pas toujours les bonnes réponses. Et au lieu de gagner, on risque de perdre, et je parle même au niveau spirituel. Un autre cas qui nous est arrivé un jour, une famille est acceptée dans une école orthodoxe, l'enfant arrive, c'était une jeune fille de 14 ans, elle arrive le premier jour de l'année, habillée, comme elle était habillée chez elle à la maison, et donc ce qui ne correspondait pas du tout aux critères de l'école. La petite est perdue, elle ne comprend pas ce qu'on lui veut, et évidemment, forcément, les parents ont fait une erreur dans l'appréciation, on va dire, et dans la cible qu'ils ont choisie. Il faut donc accepter ce système. Et il faut définir en premier lieu quelle est l'école qui convient le mieux à l'enfant, à l'éducation qu'on lui donne, à l'ambiance dans laquelle il évolue à la maison. Donc en un premier temps, en fait, ça voudrait dire que tout dépend de l'enfant. Voilà, tout dépend de l'enfant, tout dépend aussi de la famille. Pas comme on le voyait en France, par exemple. Et absolument. En France, dans les écoles même religieuses, on a tendance à accepter
un petit peu des gens qui veulent arriver quelque part, peu importe ce qu'ils sont, et ça a des avantages énormes. Ok, il faut savoir qu'en Israël, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Un enfant qui vient d'une famille qui n'est pas pratiquante, qui se retrouve dans une école orthodoxe, l'enfant est en porte-à-faux. Il est en porte-à-faux. Donc il faut cibler. Justement, quand on est rave dans une Keïla en Israël et qu'on voit arriver une famille qui demande de l'aide bien souvent pour rentrer dans les écoles, notre devoir est de leur expliquer où est-ce qu'ils se situent par rapport à quelle école. Après, si la famille a envie d'évoluer, il n'y a pas de problème. Ils peuvent toujours évoluer, ou pas d'ailleurs, mais au moins il faut qu'ils sachent exactement où est-ce qu'ils en sont. Maintenant, évidemment, prenons l'exemple de quelqu'un qui a des aspirations au niveau religieux et qui donc veut le meilleur pour ses enfants. Là aussi, il faut savoir une chose, c'est que orthodoxe en France et orthodoxe en Israël, c'est souvent pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, c'est la même chose au niveau de la Hirat Shamayim, de la crainte de Dieu, au niveau de la foi, de la Emouna. On ne va pas remettre en question toutes ces valeurs et il n'y a aucun problème. Mais c'est souvent dans ce que beaucoup considèrent comme des détails, c'est-à-dire une apparence extérieure, une culture générale, toutes sortes de centres d'intérêt dans la vie, qui sont vus d'un certain œil par le courant haridi orthodoxe en Israël et qui va donc poser un problème. Parce que la personne ne comprend pas pourquoi, dans une école orthodoxe, elle n'est pas accueillie à bras ouverts. Donc il est important également d'expliquer ça aux gens. Après, la personne, encore une fois, elle est libre de changer ou de ne pas changer, d'accepter ou de ne pas accepter, mais elle doit comprendre que c'est ça le système. L'ambiguïté et la problématique, où est-ce qu'elle se situe? C'est qu'il est évident qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Il est évident que lorsqu'un enfant rentre dans le système de l'école haridi, ma foi, c'est tout son avenir qui est influencé par ce choix. Et voilà. Entre autres, même les shidduchim par la suite. Même. Voilà, c'est toute la direction de sa vie, absolument, puisqu'il va rentrer dans une yeshiva, il va suivre tout un cursus, etc. Il va fonder un foyer, lui-même l'enfant, dans quelques années, d'un certain style. Donc évidemment, nous on veut le mieux pour l'enfant, et il est évident qu'une famille qui a des exigences, pas des exigences, pardon, mais des objectifs en Torah, on se doit de l'encourager dans ce sens, et de la manière quand des parents choisissent ou aident leurs enfants à choisir un métier ou des études, ben forcément, ils vont vouloir le meilleur pour eux. En Torah, évidemment, c'est pareil. Il y a toutes sortes d'écoles, il y a toutes sortes de niveaux, il y a toutes sortes d'ambiances, on va vouloir la meilleure des choses. Donc, il est clair qu'on va pousser les gens dans cette direction. On va leur dire, voilà, si vous voulez que votre enfant grandisse en Torah, acquiert des valeurs qui sont des valeurs profondes, véritables, qui vont lui apprendre à l'enfant toute la découverte de la Torah, la découverte de ses propres midotes, parce qu'il faut avouer que dans une école religieuse, au-delà de l'étude de la Torah, on va quand même lui apprendre, inculquer à l'enfant justement les valeurs de la vie. Je veux dire, on n'a plus besoin de prouver que dans une école religieuse, on n'est pas confronté ni à des problèmes de drogue, ni à des problèmes de violence, ou alors même si ça devait arriver, ce sont vraiment des cas qui sont extrêmement isolés. Il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles, à l'entrée, il y a des gardiens pour vérifier si dans les sacs des enfants, il n'y a pas des armes blanches ou toutes sortes évidemment de denrées qui sont extrêmement dangereuses. Ça n'existe pas dans les écoles religieuses. Okay, on n'a jamais vu un professeur dans une école religieuse se plaindre d'avoir dû subir des violences de la part d'un enfant, chose qui arrive malheureusement dans les autres écoles. Évidemment, ce sont des systèmes qui sont beaucoup plus ouverts à tout le monde, et tous ces enfants, on ne peut pas les laisser non plus dans la rue. Mais il faut savoir que quand on répond aux exigences, ou quand tout au moins on s'efforce de rentrer dans ce cadre-là, voilà l'éducation qu'on donne à nos enfants. Dans des sociétés beaucoup plus ouvertes, l'enfant est souvent roi au détriment, par exemple, du respect qu'il doit à ses parents ou à ses professeurs. Dans une école religieuse, le respect des parents, la décision des parents, l'exigence des professeurs sont des valeurs qu'on inculque aux enfants. Après, évidemment, il y a l'étude elle-même de la Torah, la pratique de la Torah. Bon, je ne crois pas que ici ce soit le sujet maintenant d'essayer de convaincre les gens de ceci ou de cela. Je crois que les gens qui se posent la question sont des gens qui sont déjà convaincus. Donc après, évidemment, à ce niveau-là, quand un enfant il a un niveau en Torah,
eh bien, lui-même, il est valorisé par cette étude de la Torah, et donc pour lui-même, il y a une exigence et un objectif tout au long de sa vie que l'enfant se découvre lui-même. On critique beaucoup que dans le milieu des yeshivot, il y a des bachourim, des jeunes gens qui, malheureusement, qui fournissent pas tous les efforts qu'ils sont censés fournir. C'est vrai, c'est une réalité de la vie dans tel système ou dans tel système. Je crois que justement, c'est un problème d'éducation. Quand on apprend à un enfant la valeur du temps, la valeur de l'étude, ce que ça va lui apporter, ce que ça va développer en lui, le fait que sa vie, elle va avoir beaucoup plus de sens parce qu'on lui apprendra à ne pas perdre de temps, à ne pas perdre de mois, à ne pas perdre de semaines, à ne pas perdre d'années, a fortiori. Alors forcément, quand il est dans une yeshiva, eh ben, il donnera le meilleur de lui-même. Dans une yeshiva, il n'y a pas d'examen. Quand on est en première année, on passe automatiquement en deuxième année, et de la deuxième à la troisième, et ainsi de suite. C'est un autre système qui dépend que de l'enfant, que de sa décision à lui et de sa motivation à lui. Tout ça, c'est ce qu'on va lui inculquer à l'école, dans le système haredi. Alors, je pense personnellement que quand on veut que nos enfants évoluent dans la Torah, il y avait un rave qui est très connu qui s'appelle le Rav Freikin. Il disait pour être un bon juif, il faut faire minimum 15 ans de yeshiva. Pour être un Talmid Chacham, un érudit, il faut beaucoup plus que cela. C'est-à-dire qu'au-delà de la surenchère de l'étude elle-même de la Torah, qui déjà en soi est un véritable objectif, je crois que c'est vrai que pour qu'une personne soit empreinte de Torah, c'est-à-dire que sa vie, elle soit menée par la Torah, alors il est impératif qu'elle passe par cette expérience de l'étude qui va exclure de sa vie toute autre priorité. On n'est pas contre les études profanes en soi, on n'est pas contre le divertissement, on n'est pas contre le sport, mais il est intéressant de constater que dans les écoles orthodoxes, on permet à l'enfant de se mesurer lui-même uniquement grâce à l'étude. Uniquement grâce à l'étude. Si après un enfant hors école veut faire telle ou telle chose, ma foi, vous avez forcément des écoles qui sont extrêmement fermées, d'autres qui sont plus ouvertes. Mais je veux dire, fondamentalement, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Mais comment va-t-on mesurer justement ce divertissement? Maintenant, chaque élève, c'est différent, mais l'élève par lui-même, il va vouloir toujours plus. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez plusieurs enfants, ok, vous n'avez pas deux enfants qui se ressemblent. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il faut constamment être très attentif aux besoins de l'enfant lui-même. C'est clair. Je crois aussi qu'un enfant qui vit dans une famille dans laquelle il y a autre chose que l'étude de la Torah, si par exemple le père travaille, si la mère travaille, s'il y a dans la famille proche d'autres objectifs, etc., il faut aussi que l'enfant comprenne que pour lui, on a choisi le meilleur, qu'il est encore jeune, donc on l'a aidé, on l'a poussé dans ses choix, mais qu'aucune porte ne reste jamais fermée. Alors l'enfant lui-même va trouver son équilibre. Vous me parlez de sport, évidemment, tout enfant aime le sport. Ok, aucun enfant au monde n'a naturellement envie de travailler ou envie d'aller à l'école à la fin des vacances. Et donc il y a toujours un moment où on va forcer un peu l'enfant. La discipline, elle est un mode de vie. Ok, donc là-dedans aussi, mais c'est pareil dans tous les systèmes. Vous avez un enfant qui est à l'école dans une école publique, même s'il n'a pas envie de travailler, on va l'obliger à travailler. Il n'a pas le choix. Donc à ce niveau-là, la question, elle est ailleurs. C'est-à-dire qu'après, au niveau éducatif, mais ça, il y a des gens certainement plus doués que moi et plus compétents que moi pour expliquer où est-ce qu'on doit forcer et où est-ce qu'on doit être plus souple. Mais le principe, il est que, finalement, la qualité d'un enfant qui sort d'école orthodoxe, je parle d'abord pour un garçon, donc puisqu'on parle de l'étude de la Torah, elle vient justement de ce qu'il est capable de se consacrer à l'étude de la Torah. Vous savez, on devient majeur dans la Torah à l'âge de 13 ans. C'est une aberration. À 13 ans, on est un enfant. Partout ailleurs, ça se passe généralement autour de 18 ans, pour ne pas dire partout. Et la différence est fondamentale, c'est que chez nous, être majeur, ce n'est pas avoir des droits. Au contraire, c'est avoir des devoirs. Partout ailleurs, on est majeur le jour où on a droit de voter, le droit de passer son permis de conduire, le droit de ceci, le droit de cela. À 13 ans, on n'a aucun droit, on n'a que des devoirs. Et on inculque à l'enfant, alors qu'il est encore un enfant, qu'à partir de maintenant, on compte sur lui. Parce qu'on sait qu'il a des devoirs et que s'il veut, il peut être à la hauteur. Ça veut donc dire quoi?
Ça veut donc dire qu'un Bahou Yeshiva, un enfant d'école orthodoxe, c'est un enfant qui considère que son devoir, c'est l'étude de la Torah. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Un jour, une jeune fille est venue me voir, elle m'a dit, voilà, on me propose 2 shiduchim. On me propose de rencontrer un garçon qui a fait toutes sortes d'études, qui est un excellent garçon, et un garçon qui a fait la yeshiva, qui est aussi un excellent garçon. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quoi choisir. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, hein, les gens de qualité, ils sont là et là. Mais quelqu'un qui est de qualité dans une yeshiva, il y a une dimension qui est particulière. Parce que non seulement il a su se consacrer à l'étude de la Torah, mais pour se consacrer à l'étude de la Torah, il a fallu qu'il renonce à beaucoup de choses. Et dans la vie, renoncer, hein, ça peut entraîner soit une frustration, c'est négatif, soit au contraire, un renforcement de la personnalité. Dans la vie, on passe son temps à renoncer. On passe son temps à faire des choix. Maintenant, je fais ça, j'aurais pu faire autre chose. J'ai renoncé, j'ai décidé de faire ça. C'est-à-dire que c'est un enchaînement, la vie est un enchaînement de choix. Choisir, c'est exclure, c'est renoncer. Donc renoncer, en soi, c'est pas négatif. Au contraire, quand on renonce pour mieux s'impliquer, eh bien quand on s'implique, on se réalise. Une femme qui décide d'avoir des enfants, elle renonce à un tas de choses, même au niveau physique. Mais elle s'épanouit, elle devient quelqu'un grâce à cela. Hein, voilà ce que c'est le mode de vie dans la Torah pour un jeune. Et ce qui est magique, si je peux dire, c'est que cet état d'esprit n'existe que dans la Torah. Alors évidemment, on peut mettre en avant les défauts qu'il y a dans le système, il y en a beaucoup, comme ailleurs. Mais je crois pouvoir affirmer que dans le système des yeshivot, tel que nos chachamim l'ont instauré, ils ont eu le génie de mettre les jeunes face à la valeur qui est la leur, face à des défis qu'ils sont capables de relever. Et c'est un défi constant. Qu'un jeune de 20 ans renonce à la mixité, qu'un jeune de 20 ans renonce à toutes sortes de divertissements qui sont très attirants. Hein, parce que au quotidien, c'est un choix. Donc c'est non seulement l'éduquer dans une direction, c'est non seulement lui inculquer des valeurs, c'est non seulement lui permettre de se réaliser à travers l'étude de la Torah, mais c'est renforcer sa personnalité. Je crois que c'est unique. C'est pour toutes ces raisons que ce système, finalement, il a fait ses preuves au fil des générations. Pour une jeune fille, c'est exactement la même chose. Si une jeune fille, il y a moins l'accent sur l'étude de la Torah, voilà pourquoi elles ont la possibilité de s'instruire et d'apprendre toutes sortes de matières, mais il y a cette force de caractère qu'on va leur inculquer, le choix qui est le leur en permanence. Parce que finalement, renoncer, quand on l'apprend mal à nos enfants, eh bien ça devient source de frustration. Quand on l'apprend correctement à nos enfants, au contraire, c'est ce qui leur donnera de la force de faire des choix, la force d'assumer ses choix, la force de s'épanouir et d'être heureux d'avoir dû faire des choix. Très bien, ça veut dire que là, par rapport aux garçons, c'est yeshiva. En tant qu'élève moins âgé, c'est Talmud Torah, etc. Après yeshiva, et Bezrat Hashem, après les athlètes. Maintenant, pour la fille, ça serait Bet Yaakov. Ça serait dans le système Bet Yaakov, c'est-à-dire le niveau orthodoxe, religieux, bien sûr, en Eretz Israël. C'est le système Bet Yaakov. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un autre système, comme vous avez fait référence au début, par rapport à cette... Bon, Bezrat Hashem, ça sera si Dieu veut, dans un autre cours. Maintenant, par rapport à cette difficulté entre religieux et religieux, on va dire, parce qu'il y a religieux et religieux, et il y a cette division. Et maintenant, dans cette division-là, il y a 2 systèmes d'écolage, comme vous avez dit, yeshiva. Il y a un autre système d'autre d'écolage, qui est Dati Loumi, comme on appelle ici en Israël. Maintenant, religieux sioniste. Ouais, exactement, sioniste. Maintenant, donc, par rapport à l'élève, comme vous avez dit, c'est par rapport à l'élève, tout dépend de l'élève. Maintenant, comment vous faites le lien entre yeshiva, c'est-à-dire là, ça va être, pour le garçon, ça va être l'étude de Torah, ça va être 100% de l'étude de Torah. Maintenant, est-ce qu'un élève, on pourrait le mettre dans un système sioniste par rapport à son niveau? On va essayer de l'arranger et le parfaire afin de pouvoir le mettre dans le système yeshiva. Est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans un système tel ou bien le parfaire et le mettre dans un système yeshiva? Écoutez, je ne peux répondre qu'avec mes convictions qui sont les miennes propres. Ouais. Je n'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit dans ce sujet.
Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité, comme vous avez dit, uniquement limoud, uniquement Torah, uniquement études, et il y a toutes les autres possibilités. Dans les autres possibilités, ok, il y a ça va de pas du tout d'études à énormément d'études, mais avec autre chose. J'ai rien contre. J'ai rien contre. Moi, je me suis concentré, dans ce que je viens de vous expliquer, sur le fait que quand on se consacre, vous savez comment on traduit consacré en hébreu? En hébreu, consacré, c'est kadosh. C'est-à-dire quand on se consacre complètement à l'étude de la Torah, j'ai expliqué qu'est-ce que ça a donné. Que quelqu'un maintenant ait une conviction profonde, par exemple, par rapport au sionisme, et qui me dit pour moi, il est inconcevable que je n'aille pas à l'armée ou que mes enfants n'aillent pas à l'armée. Je comprends, j'ai pas de problème. Surtout, quand faire l'armée, c'est également trouver cet équilibre entre l'armée et l'étude de la Torah. Quelqu'un me dit non, moi je ne conçois pas que mes enfants n'aient pas un métier. Je comprends, je respecte. C'est une mitzvah de la Torah d'apprendre un métier à ses enfants. C'est-à-dire que le débat auquel vous faites allusion, il est en amont de ce que je viens d'expliquer. Moi j'ai expliqué les avantages d'un système. Mais j'ai bien dit au début qu'avant de choisir un système dans la vie, il faut être sûr de soi. Maintenant, il est évident que de temps en temps, un jeune, en cours de route, eh bien, on se rend compte que finalement, il a envie d'autre chose. Là, je crois que la sagesse des parents doit être de constamment être à l'écoute de leurs enfants. Être à l'écoute, ça ne veut pas dire écouter ce que les enfants demandent et donc faire ce que les enfants demandent. Être à l'écoute, c'est constamment être sur le qui-vive, soit pour influencer son enfant comme nous on pense qu'on doit l'influencer, et les parents ont le droit, même le devoir d'avoir des convictions, ou alors écouter quelle est la nature de l'enfant, même dans le cas où ça ne va pas tout à fait dans le sens des convictions des parents, et être suffisamment sage pour dire à son enfant, ou pour se dire en tant que parent, ben, si mon fils il n'est pas fait pour ça, ou s'il pense autrement, ou s'il a d'autres motivations qui sont plus fortes que tout, eh bien, de respecter ses motivations, parce que c'est comme ça que l'enfant va se réaliser. Vous comprenez? Maintenant, il y a beaucoup de systèmes, et surtout en Israël. Vous savez, hier, c'était la Iloula, la Askara du Rav Mordechai Eliyahu, avec qui j'ai eu la chance d'étudier, j'ai eu la chance de côtoyer, l'honneur. Et il disait une chose, que finalement, peu de gens sont capables de comprendre. Parce que venant de lui, c'est d'un tel niveau. Il disait, quand je vois plusieurs juifs, je ne cherche jamais ce qui les différencie, je cherche au contraire ce qu'ils ont en commun. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de systèmes. À partir du moment où on est dans un système qui est basé sur la Torah, et on est convaincu que notre priorité c'est la Torah, alors on est quasiment certain de ne pas se tromper. Après il y a que Torah, plus Torah, moins Torah. Je crois que c'est chacun selon ses capacités d'abord, et puis après selon ses convictions. Moi j'ai appris de mes maîtres que quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, il ne faut pas chercher à lui enlever ses convictions. Combien de gens avons-nous vu tenter de changer de conviction, d'en perdre, et de ne pas arriver à en trouver d'autres. Et donc là, on a des gens qui se perdent. C'est entre autres pourquoi un élève peut, par exemple, virer, par exemple. Complètement. Parce qu'il est perdu, il n'a plus de repère. À la limite, il vaut mieux travailler le repère qu'une personne ou qu'un enfant a déjà acquis, et après, essayer à l'enfant d'apporter tout ce qu'on peut lui apporter. Mais l'enlever ses repères, l'enlever ses convictions, un enfant, comme d'ailleurs un adulte, je pense que l'approche n'est pas positive. Un jour ou l'autre, la personne est en manque de repères. Bon, on voit souvent comme ça des gens qui, et je m'excuse, c'est pas une critique, mais encore une fois, c'est une conviction, des gens qui pour rentrer dans un système sont prêts à tout, tout perdre, dans l'espoir de gagner autre chose. J'en ai vu plus échouer que réussir. Je pense qu'une personne elle a besoin d'être en phase
en phase en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle a vécu. On n'efface pas une vie. On construit dessus. Si on considère, vous savez, quand vous construisez un immeuble, il y a d'abord des fondations. Les fondations, c'est le sous-sol. Personne n'a envie d'habiter dans un sous-sol. Mais quand vous habitez dans les étages, vous savez que les étages y tiennent parce qu'il y a un sous-sol. Dans la vie, il se peut qu'il y ait une partie de notre vie qui soit un sous-sol. On n'a plus envie d'y habiter. Mais elle reste les fondations de tout ce qu'on va construire au-dessus. Faire éradiquer ce qui a été un jour, ça n'a jamais été bon. C'est le même principe, le principe des repères. Un repère, c'est un repère. Un jour, on se rend compte que c'est pas le bon, alors c'est pas le bon. Mais en général, il vaut mieux d'abord en avoir un autre avant d'éradiquer le premier. Voilà, j'espère avoir été un petit peu suffisamment clair en tout cas pour expliquer qu'il est très important de se situer, de savoir vers quoi on veut aller. Les avantages du système de l'étude de la Torah, je les ai expliqués. Contrairement à ce qu'on croit, au contraire, c'est quelque chose qui renforce énormément l'identité de la personne, en dehors du fait que ça présente, ça permet à l'enfant d'obtenir des valeurs qu'on trouve seulement dans la Torah, ok, mais ça lui donne une certaine assurance. On a vu énormément de jeunes qui avaient, qui avaient été scolarisés dans des écoles orthodoxes, qui avaient étudié dans des yeshivot pendant des années, et puis un jour, la vie a fait que, ou la personne a fait que, elle s'est tournée vers autre chose, et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas perdu de temps. Que tout ce développement intellectuel, cette recherche de soi-même à travers l'étude de la Torah, a permis au contraire d'aller beaucoup plus vite dans d'autres domaines de la vie, de rattraper, soi-disant, ce qu'on pensait être un retard, et finalement de se réaliser de façon magistrale dans le domaine qui lui a permis un jour, ou auquel en tout cas un jour elle s'est identifiée. Finalement, l'important dans la vie, c'est de se réaliser, c'est d'exploiter son potentiel, et la Torah, au contraire, est là pour nous guider et pour nous aider à cela. Très très bien. Maintenant, pour finir, en tant que conclusion de tout, vous avez dit pendant votre discussion, donc vous avez dit qu'il y a ou tout Torah, ou un peu de Torah, ou un peu plus, ok. Maintenant, il y aura toujours de la Torah. Ça veut dire que l'élève, que ce soit l'élève, le parent, etc., doit toujours mettre l'enfant, dans tous les cas, avec un système de Torah. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, encore une fois, on est un peu perdu sur certains critères, entre autres sur l'étude de Torah. L'étude de Torah, nous ne savons pas donc où aller, où être, où se tourner. Et donc, comment le francophone, en arrivant en Israël, peut-il se placer par rapport à l'étude de Torah en Eretz Israël? Bien sûr, dans le monde entier, mais en Eretz Israël spécialement, lorsque on arrive, il est un peu perdu et donc il ne sait pas où se placer. Alors, si je peux me permettre, la façon dont vous me posez la question, elle est déjà très encourageante. Si vous parlez de quelqu'un qui arrive en Israël et qui est perdu parce que dans sa structure d'études, de l'imoud, de la Torah, il a besoin de trouver ses propres repères. C'est déjà magnifique. C'est-à-dire que déjà, il est en demande et en recherche. Ouais. Okay, on a déjà fait un pas énorme. Un pas, ouais. Okay. Pour celui-là, on a une réponse, mais qui est la même que celle qu'on va proposer à celui qui ne s'est pas encore posé la question. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un arrive en Israël. Alors, on a la chance, vous et moi, et encore tellement d'autres, justement de proposer aux gens de goûter à l'étude de la Torah de façon plus ou moins régulière, plus ou moins, on va dire, acharnée. Les possibilités sont énormes. Énormes. Ça fait des années que moi je suis en Israël et je vois cette communauté francophone grandir, mais pas seulement dans le nombre, grandir dans sa détermination. Je suis très fier, moi, de constater que l'énorme majorité des gens qui font la Aliyah, en tout cas de France, sont des gens qui font une Aliyah à ce qu'on appelle religieuse, c'est-à-dire par conviction religieuse. Parce que ici c'est Eretz Israël, parce que ici ça reste l'endroit où il est le plus naturel au monde d'être juif, parce que naturellement un juif, un jour ou l'autre, doit arriver en Israël, alors pourquoi attendre? C'est le sens de l'histoire. Et parce que ici c'est la terre, c'est le pays dans lequel il n'y a pas de limite à notre judaïsme.
D'abord, on y trouve les plus grands rabbins du monde, les plus grandes institutions, les plus grandes yeshivot, les plus grandes écoles. Donc forcément, on est dans le berceau de la Torah, et puis c'est la terre la plus kadosh. Un jour, j'ai organisé un Shabbat dans la ville de Jérusalem. C'était un Shabbat pour les étudiants, donc il y avait des jeunes hommes, il y avait des jeunes filles. Et puis pendant les repas, on était assis correctement, comme il se doit dans un endroit aussi kadosh que celui-là. Mais on était donc juste avant le repas, tout le monde était debout, tout le monde discutait ensemble, puis il y a un vieillard qui rentre dans la pièce, et je le vois vraiment en colère. Il demande à parler au responsable, on l'approche de moi, il me dit mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit regarde, des jeunes hommes, des jeunes filles, ici, mélangés. Alors moi j'essaie d'expliquer qu'il faut qu'ils comprennent à quel public il s'adresse. Il me dit non, je ne veux pas savoir. Écoutez bien ce qu'il me raconte. Il me dit tu vois là-bas? Et donc de là où on était, on voyait parfaitement le kotel et derrière le kotel, ce qu'on appelle le Har HaBayit. Il me dit tu vois là-bas? Et bien là-bas un jour, Abraham, il a pris son fils Yitzhak, il l'a mis sur un misbéach, sur un autel, et il était prêt à le sacrifier. Et toi tu viens et tu nous amènes ça ici. Et j'ai compris quelque chose d'incroyable. J'ai compris que la terre d'Israël, elle est pleine de kedusha, pleine de sainteté. Et qu'un homme qui vit en Israël, il doit se mettre au diapason. C'est à lui à s'adapter à ce que cette terre, elle contient. Parce qu'un lieu géographique, c'est un récipient qui contient tout ce qui est passé par cet endroit-là. Voilà ce que c'est une alia religieuse. Une alia religieuse, c'est une alia dans laquelle on arrive en Israël parce qu'on est conscient de ce que c'est Eretz Israël, de tout ce que cette terre contient et qu'elle peut elle-même nous apporter. Alors forcément, pour permettre aux personnes qui sont en Israël d'évoluer dans ce sens, il leur faut comprendre de quoi on parle. Et il n'y a pas de secret. Comme dans toutes les matières et dans toute matière que le monde contient, on étudie, on connaît, on n'étudie pas, on ne connaît pas. Vous savez, moi, quand je vais chez le médecin, il me donne un diagnostic, je l'accepte. Il a fait des années d'études. Pas contredire. Okay. Ce serait ridicule que je le contredise. Il connaît mieux que moi. Je déplore toujours, entre parenthèses, qu'avec les rabbins, on n'est pas cette attitude. Vous dites quelque chose aux gens, vous donnez votre avis, vous donnez une halakha, on la discute toujours. Vous avez envie des fois de dire aux gens, enfin, allez-y, asseyez-vous, étudiez, passez quelques années, et vous comprendrez. Bon, c'est pas grave. On est là justement pour permettre aux gens d'apprendre et leur donner surtout envie d'apprendre. Mais il n'y a pas de secret. C'est quand on étudie que l'on comprend. Donc nous, notre responsabilité, elle est de permettre aux gens d'avoir accès à l'étude de la Torah. Et aujourd'hui, les possibilités sont décuplées par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est sans arrêt des nouvelles structures qui s'ouvrent, sans arrêt des nouveaux cours qui naissent partout. À Jérusalem, par exemple, dès qu'une personne est un petit peu dans le système, elle a envie d'organiser un cours chez elle. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que je crois pouvoir dire que pratiquement personne aujourd'hui n'a pas la possibilité de suivre un cours, que ce soit un cours mensuel, hebdomadaire et même quotidien. J'ai la chance et vraiment le plaisir de donner des cours à Tel Aviv depuis déjà pas mal d'années. Et j'ai vu cette ville évoluer, en tout cas dans le milieu francophone, et j'ai envie de dire grâce aux francophones. C'est pas la Tel Aviv que j'ai connue il y a 15 ans, dans laquelle il n'y avait rien. Aujourd'hui, il faut voir le nombre de synagogues, le nombre de maisons d'études de Bate Midrashot qui existent à Tel Aviv. Et notamment chez les francophones. Vous avez beaucoup de gens qui choisissent Tel Aviv parce que pour les études, pour le travail, c'est plus facile, mais qui sont attachés à cette étude de la Torah. Et qui découvrent, grâce à l'étude de la Torah, le véritable sens de leur vie et surtout de leur vie en Eretz Israël. Alors, on doit encourager les gens. On doit leur expliquer qu'être juif, c'est d'abord comprendre ce que c'est qu'être juif. Et que si on ne comprend pas, ma foi, on ne peut pas vivre pleinement son judaïsme. Et pour comprendre, comme je le disais, il n'y a pas d'autre choix que l'étude de la Torah. Maintenant, comment faire pour que les gens étudient la Torah ? Enfin, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a tellement de supports publicitaires, de supports médiatiques français, francophones, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse électronique ou sur 613 TV, que grâce à Dieu, toute personne qui cherche, elle trouve très rapidement.
Il y a toujours un numéro de téléphone, un rave, une personne responsable d'une communauté qui pourra vous dire oui, il y a un cours ici, si ce n'est pas chez nous, c'est ailleurs. Si vous avez besoin de mieux ou de plus ou de moins, il y a une possibilité de le trouver. Nous, notre rôle, c'est juste de permettre de donner aux gens cette information, à savoir que la Torah, elle est accessible. Elle est accessible. Qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui se sent loin, donc pas concerné, eh bien, il se trompe. Il se trompe. Moi, j'ai horreur de dire qu'en Israël, il y a des juifs religieux et il y a des juifs qui ne sont pas religieux. Je préfère de loin expliquer la chose de la façon suivante. Il y a des gens qui savent qu'ils sont concernés, il y en a d'autres qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Si on arrive juste à leur faire prendre conscience qu'ils sont concernés, alors on leur ouvre la porte. Et après, je fais confiance à la Torah pour qu'elle-même, elle donne envie à ceux qui y goûtent de continuer à y goûter. Vous savez, la Torah, c'est comme le meilleur des plats. Avant d'y goûter, des fois on croit qu'on n'a pas faim. Dès qu'on a commencé à goûter, on n'arrive plus à s'arrêter. Voilà. Surtout pour la Kéla. Surtout pour la Kéla. Maintenant, quand un plat il est plein de cholestérol ou de matières nocives, on est obligé de s'arrêter à contre notre gré. Ce qui est magnifique avec la Torah, c'est qu'on peut consommer et abuser sans aucune modération. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Rav Sitruk. En tout cas, la Torah est dans le cœur de tout le monde. On souhaite que Bezrat Hashem, tout le monde puisse ressortir cette source de Torah qui est au profond de chaque personne, Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, pour les 2 prochains cours, si tu veux, Veit Mitchachet, on va parler sur la Aliyah, Bezrat Hashem, et que, si Dieu veut, que chacun puisse avancer en Torah. Amen, amen. Merci beaucoup, Rav Sitruk, et à bientôt, si Dieu veut. Amen, merci beaucoup.